Alors, j'accueille Thomas Ranvier, responsable de Galilée IA, et Anne Bretonnière, experte IA du groupe Renault. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour la REF 71. Thomas, une première question pour toi. Alors, pour vous, on se tutoie, on se voit, on va essayer de se tutoyer pour cette table ronde. Quels sont les principaux obstacles pour les PME françaises pour l'adoption de l'IA et comment est-ce que, selon toi, tu vas les aider, tu les imagines à les surmonter, notamment avec Galilée IA? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une sous-catégorie donc de la science des données. Donc, comme son nom l'indique, pour faire de l'IA, on a donc exclusivement besoin de données. Et donc, pour avoir travaillé donc avec différentes PME, ce que l'on voit généralement, c'est que pour le moment, il y a un gros manque de collecte de données, ce qui rend complexe du coup le travail par la suite. Et il y a également un manque de compétences techniques pour traiter la donnée une fois qu'elle a été collectée. Donc ça, je dirais, c'est le premier gros obstacle. Suite à ça, il y a également un problème pour identifier les projets d'intelligence artificielle que l'on va pouvoir mettre en place dans les PME, tout simplement par manque d'information et par manque de compréhension de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Donc un manque de sensibilisation. Et globalement, donc avec Galilée, avec le groupe Galilée, donc c'est un groupe de 35 PME dans le domaine industriel. On a bien vu l'ensemble de ces obstacles en travaillant avec différentes PME et c'est pourquoi nous avons lancé Galilée IA cette année, donc un bureau d'études à destination des PME et des ETI françaises pour y intégrer de l'intelligence artificielle. Donc notre premier levier d'action à Galilée IA, c'est justement la sensibilisation et la formation à l'intelligence artificielle. C'est grâce à cette sensibilisation des équipes avec lesquelles on travaille qu'on va pouvoir ensuite identifier des projets concrets sur lesquels on va pouvoir travailler pour les entreprises. Et ensuite, au sein de Galilée IA, on a l'ensemble de l'expertise et des compétences pour mener de bout en bout les projets que l'on a identifiés et les intégrer au sein de l'entreprise cliente. Alors, on va revenir sur la première problématique que tu as évoquée, c'est effectivement les PME. Aujourd'hui, elles n'ont pas forcément tout regroupé, leur data, dans un seul et même endroit. Elles n'ont pas forcément eu aussi le réflexe de s'imaginer qu'une telle intelligence artificielle allait arriver. Et donc, on va aussi revenir un petit peu sur des cas concrets pour qu'on comprenne un petit peu comment on va pouvoir visionner tout ça. Anne, tu viens de la Silicon Valley. Exactement. J'aime bien le répéter parce que c'est quand même pas anodin. Et tu es Madame IA pour Renault, on peut dire. Moi, j'aimerais bien qu'on pose le cadre. On sait très bien que la France n'a pas les moyens des États-Unis ni de la Chine en matière d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on se positionne, nous, la France déjà, puis l'Europe, face à ces deux mastodontes ? C'est vrai, l'IA, aujourd'hui, même les innovations générales partent très fréquemment des États-Unis. Là, on voit des modèles qui prennent des centaines de millions de paramètres. Ce qu'on oublie de dire, c'est que tout ça, ça a un coût. Et le coût, c'est des milliards d'euros. Des milliards d'euros que les Américains sont capables de lever et que nous, on n'est pas capable de lever. Donc il faut qu'on puisse prendre ce tournant de l'IA qui est indispensable à notre survie industrielle et technologique d'une manière générale. Et comment on fait ça ? On utilise nos cerveaux humains et on construit des modèles un peu plus raisonnés, un peu plus spécifiques pour des tâches qui nous sont propres, pour optimiser finalement tous nos processus. Et ça, comme on l'a dit dans la première conférence, ça va toucher tous les secteurs. De secteur industriel dans les usines, au secteur du design, au secteur de la RH. Mais avoir cette intelligence-là d'utilisation de l'IA, de ne pas faire toujours plus gros, plus fort, parce que de toute manière, la course à la puissance de calcul, on l'a perdu d'avance parce qu'on n'a pas ces milliards-là. Par contre, ce qu'on a, c'est les cerveaux humains qui vont permettre finalement d'ajuster ces modèles et les construire intelligemment pour faire nos besoins spécifiques et aller finalement... Et on peut l'adapter à nos besoins spécifiques ? Exactement, on l'adapte à nos besoins spécifiques, on prend des modèles qui ont déjà été entraînés, qui sont ce qu'on appelle sur étagère, on the shelf, et qu'on réentraîne à des tâches spécifiques en leur donnant nos données et finalement en leur apprenant
ces modèles qui ont déjà une base à faire cette tâche un peu plus spécifique qui est propre à notre besoin. On a le droit d'avoir un petit exemple concret ? Typiquement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui marchait bien, c'est la reconnaissance d'images. Donc aujourd'hui, les premiers modèles pour reconnaître les chats fonctionnent très bien. Maintenant, nous, on l'utilise chez Renault pour reconnaître des défauts à la sortie d'une chaîne de montage, pour dire « Ah, cette vis-là, elle est mal vissée ». Et du coup, on a pris des modèles qui existaient déjà et qu'on a réentraînés avec notre base de données et labellisés en interne, finalement, où il y avait des bonnes images en sortie d'une chaîne de montage et des mauvaises images avec des défauts. Et du coup, maintenant, l'intelligence artificielle est capable de dire « Ok, il y a un défaut et il est là ». D'accord. Très clair. Alors Thomas, vous avez Galilée Chat chez Galilée. Comment est-ce que vous arrivez à garantir la sécurité des données et la conformité aux réglementations à la fois françaises et européennes, surtout pour des entreprises qui n'ont pas de réglementation au niveau de la data et qui commencent à peine ? Oui, tout à fait. Donc, Galilée Chat, c'est la première solution qu'on a lancée cette année au sein de Galilée IA. Donc, c'est une application, on va dire, similaire à ChatGPT, c'est-à-dire un agent conversationnel. Et notre but avec Galilée Chat, notre priorité, ça a été la sécurité des données et la confidentialité des données. Donc, le but, c'est offrir une version l'équivalent d'une version entreprise que vous pourriez avoir avec ChatGPT via OpenAI, mais qui coûterait extrêmement cher, le refaire nous-mêmes et le mettre à disposition de PME françaises pour beaucoup moins. Et donc, il y a de la sécurité à énormément de niveaux au sein de Galilée Chat. Donc, premièrement, la totalité de notre infrastructure est située en France. Ça nous permet de garantir que les données ne vont jamais sortir du territoire français. Ensuite, nous avons une infrastructure de base de données qu'on va dire multitenante, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise qui souscrit à Galilée Chat va avoir sa propre base de données isolée de celle des autres, de manière à garantir en fait l'intégrité et la confidentialité de ces données. Si on va plus loin, donc chaque base de données évidemment est chiffrée, et même au sein de chacune de ces bases de données, chaque utilisateur possède sa clé de chiffrement privée, qui n'est pas reproductible à partir de la base, et qui va permettre de sécuriser ces données à un point de vue personnel. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore familiers, parce que là on rentre vraiment dans la technique, c'est hyper intéressant. Dans quel type de secteur, de branche, on va dire, vous intervenez le plus ? Plutôt RH, plutôt DSI, plutôt communication ? Alors, Galilée Chat, ça peut correspondre à des cas d'usage énormes. À peu près n'importe qui fait un travail de bureautique ou même autre peut bénéficier de Galilée Chat. En fait, si vous regardez l'usage que vous faites des agents conversationnels, c'est la même chose. C'est exactement ça, D'accord. la même chose. Et on peut même aller plus loin, donc avec des systèmes qui vont... on peut donner des documents pour poser des questions ensuite sur ces documents qui nous répondent plus précisément. Très intéressant sur la partie juridique aussi. Chez Renault, comment ça se passe ? Comment vous intégrez l'IA au quotidien ? Si on a le droit de savoir. Dans les grandes lignes, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment dans tous les secteurs. Finalement, on part du besoin de l'ouvrier, du besoin du designer, et on se dit comment on peut améliorer ton travail. Finalement, est-ce qu'il y a des tâches qui sont répétitives, qu'on pourrait t'aider à faire plus vite, à faire mieux ? Qui s'occupe de poser cette question à l'ouvrier pour savoir comment on peut améliorer son travail ? Est-ce qu'il y a un nouveau job qui s'est créé pour savoir comment améliorer l'efficacité du collaborateur ? C'est aussi eux, et en fait, nous, on tourne aussi, il y a une proximité qui s'est créée entre finalement les ingénieurs qui font de l'IA et tout le monde de l'entreprise, et on y va avec notre petit baluchon, on fait « Ok, je comprends ton travail, comment on pourrait l'améliorer ?» aussi pour tout ce qui est sécurité au travail, en termes aussi au design. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les IA génératives, ils arrivent finalement à créer des supports visuels beaucoup plus rapidement, mais on ne s'est pas trompé dans le mot quand on dit générative. C'est-à-dire que ça ne crée pas de la valeur. Il faut quand même avoir cette notion que ces modèles d'IA, elles ont dû apprendre. Et elles ont dû apprendre de données et d'images et de contenus
que c'est l'homme qui l'a créé. Donc finalement, dire que l'IA va remplacer l'humain, c'est faux. L'humain va utiliser l'IA, va en devenir quelqu'un de plus fort, qui fait mieux son travail, mais le côté création, il sera toujours du côté de l'humain. Bon, c'est plutôt rassurant. Alors, juste quand tu dis « nous », quand tu as répondu à ma question de qui créer, est-ce qu'il y a un job spécifique qui a été créé pour connaître les besoins des collaborateurs, pour savoir comment les aider? Tu es une experte IA, tu es une équipe, c'est ça? Tu as un laboratoire? Exactement. Donc moi, j'ai une équipe et on va en usine, on va voir les designers et même aussi l'IA, c'est quand même à la mode, mine de rien. On est ici aujourd'hui, on est presque 1000, juste pour parler d'IA, il y a un attrait. Donc les gens, ils en entendent parler, ils se disent « Oh, je pourrais transformer mon métier », ou parfois ils en ont peur. Donc il y a soit un travail d'éducation, lui dire « Écoute, non, t'as pas à avoir peur de l'IA. Par contre, on peut t'aider à faire mieux ton travail et on peut t'aider à changer tes tâches ». Donc c'est vrai qu'il y a une formation et un accompagnement à créer. Et puis il y a aussi l'effet inverse, dans le sens où les gens se disent l'IA, elle va faire papa, maman, tout à ma place. Et du coup, il y a aussi un travail d'éducation à faire pour lui dire, écoute, l'IA, c'est un super outil, mais elle va quand même pas tout faire. Elle va répondre à des besoins qui sont spécifiques. Et l'ère de la Terre sans IA n'existe pas. Et puis, il faut aussi avoir conscience que ces IA, et c'est surtout ces IA puissantes qu'on dit générales, elles ont un coût. Et ce coût, aujourd'hui, on ne le réalise pas, mais on est quand même en train de construire des mini-centrales nucléaires pour justement avoir encore plus de puissance de calcul. Donc, juste à côté de ces data centers-là. Et ça, c'est vrai que quand vous faites vos requêtes ChatGPT, quand on intègre l'IA dans les entreprises, on le sent pas. Et on le sent pas parce que pour l'instant, ces IA, elles ont été développées par des levées de fonds et finalement par le rêve qui est promis. Mais cet impact écologique, il est bien présent avec ces centrales nucléaires. Et puis même, on a tous interagi, ou une grande partie d'entre nous, avec ChatGPT. 20 requêtes ChatGPT, c'est 1 litre d'eau, quand même. Donc les gens se rendent pas compte finalement de l'impact que finalement de l'utilisation de ces IA en ont. Donc il faut quand même en avoir une utilisation intelligente pour des besoins. Et puis il va falloir aussi classifier les besoins d'utilisation de ces IA. Je suis OK d'avoir une IA pour reconnaître un cancer dans une radiographie. Je suis OK de dépenser de l'énergie et de l'eau et des ressources naturelles pour ça. Mais est-ce que je suis OK pour dépenser de l'eau et des ressources naturelles pour battre un jeu vidéo sur Internet? Oui. Il va y avoir tout un tas de questions qui vont se poser autour de ça. Alors, c'est important de l'évoquer. 1 litre, là, je commence à culpabiliser de mon usage de ChatGPT. Je vais peut-être me calmer, merci. J'aurais appris ça aussi ce soir. Thomas, on va parler des secteurs qui bénéficient le plus de l'analyse automatisée. Déjà, lesquels? Quels secteurs sont les plus bénéficiaires? Et aussi, comment ça améliore leur efficacité, déjà dans leur quotidien et au niveau de l'entreprise? Alors, quand on parle d'analyse automatisée, on parle d'analyse de documents. C'est une des solutions qu'on a mis en place à Galileia pour différentes entreprises. Donc, on ne va pas vraiment parler de secteur d'activité, mais plutôt de métier. Pour moi, tous les métiers dans lesquels vous traitez de grosses masses de données, c'est-à-dire des gros ensembles de documents, donc que ce soit des contrats, des jurisprudences, des cahiers des charges, des rapports, peu importe. Vous pouvez bénéficier de l'intelligence artificielle, donc de différentes manières. Pour donner un exemple concret, à Galileia, on travaille avec une entreprise qui crée des chaudières industrielles. Eux, ils travaillent sur des cahiers des charges qui font des centaines de documents, donc qui sont très lourds et très laborieux à prendre en compte et à analyser. Et donc le but de notre application, c'est utiliser des modèles de langage pour extraire les informations standards qu'ils veulent extraire de chaque cahier des charges, pour mettre tout ça au sein d'un document synthèse qui est en fait sous la forme d'un fichier Excel que eux vont ensuite utiliser comme fichier de travail pour répondre au cahier des charges, pour répondre et proposer une offre aux clients.
Et il y a énormément d'autres manières d'utiliser. Donc en fait, si on veut mettre un nom sur la technologie dont je parle, on appelle ça le RAG. Donc en fait, c'est une technologie qui qui exploite les modèles de langage pour pouvoir poser des questions sur des documents, en extraire une information précise, etc. Et donc ensuite, les applications qu'on peut faire de cette technologie sont vraiment multiples et peuvent bénéficier à énormément de secteurs. Alors Olivier Babot nous avait montré à un moment donné une slide avec plein de robots. Si on doit mélanger le robot, la robotique avec l'intelligence artificielle, ça donne des films de science-fiction, mais pas que. Ça donne aussi des usages très concrets, notamment dans la palettisation de pneus. C'est ça ? Oui, vous connaissez. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, on travaille actuellement avec un industriel donc dans le domaine du pneu, de la pneumatique, et nous avons 2 projets de robotique qu'on vient de lancer, donc qui sont des projets complémentaires pour la palettisation et la dépalettisation de pneus, donc c'est-à-dire utiliser un robot pour placer les pneus sur les palettes pour ensuite les déplacer, ou à l'inverse, quand les palettes arrivent, enlever, retirer chaque pneu un à un pour les injecter ensuite dans le système. Et actuellement, ce sont 2 tâches qui sont réalisées quasiment exclusivement par des êtres humains, ce qui pose tout un tas de soucis, donc risque d'accident du travail, des risques de TMS, donc troubles musculo-squelettiques, etc. Et donc l'intérêt d'intégrer de l'IA dans la robotique, évidemment, c'est d'automatiser ces tâches qui vont être pénibles et répétitives. Et donc on fait ça en utilisant 2 grandes techniques de deep learning, donc d'apprentissage profond. Donc c'est d'un côté la vision par ordinateur dont Anne parlait tout à l'heure. Donc on va équiper notre robot d'une caméra pour qu'il voit son environnement, qu'il voit là où il doit agir. Et ensuite la partie vraiment, on va dire, intelligente, ça va être un algorithme d'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire une IA qui apprend au robot de par ses propres expériences, à faire les bons mouvements pour aller chercher les pneus et les mettre sur la palette, ou inversement, en fonction de ce qu'il voit grâce à la caméra. Donc pas d'arrêt maladie, pas d'arrêt de congé en tout genre. Donc ça c'est vraiment l'IA et pas d'accident. Pas d'accident du travail. Voilà, donc une IA qui forme un robot et puis surtout pas de pause aussi. Ça veut dire que le robot travaille H24 s'il veut. Oui, enfin, tout à fait. C'est un gain de productivité, forcément. Donc, oui. À la fois pour la santé des travailleurs et de productivité ensuite. Alors, je vais quand même dire un toute petite news. Je crois que c'était en Corée. Il y a des robots qui se sont suicidés parce qu'ils travaillaient trop. Alors, ça commence déjà. Donc, à un moment donné, on va aussi parler de la santé mentale des robots et de l'IA. Ça va venir, je vous assure. Anne, est-ce qu'il y a une différence entre les États-Unis et la France dans l'usage de l'IA ? Oui, les États-Unis, il y a forcément plus de moyens. Mais en France, et donc on a moins de moyens, mais on a aussi beaucoup de régulations. Ce qui nous empêche souvent d'innover. On a l'European AI Act qui est sorti, donc qui classifie finalement les différentes IA par niveau. Niveau 1, pas du tout risqué, on fait ce qu'on veut. Niveau 4, impossible d'utiliser. Et il y a un gros problème, je pense, en mon sens, avec cet acte, c'est qu'au lieu de réguler les applications, on a régulé la technologie. Et c'est un vrai problème, parce que typiquement la reconnaissance faciale. Je peux utiliser la reconnaissance faciale en équipant un drone et tuer une certaine catégorie de population. C'est un usage. Je peux aussi utiliser la reconnaissance faciale pour aider un handicapé à rentrer chez lui plus facilement. Et en fait, et pourtant, la technologie qui est derrière, elle est la même. L'application, elle est différente. Donc il y a une vraie réflexion à avoir en Europe et en France sur comment on utilise l'IA. Est-ce qu'on, finalement, ces régulations, comment on les oriente ? On dit souvent, les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. Et malheureusement, ça se confirme avec l'IA. Donc aujourd'hui, on est là pour ça et finalement c'est chouette de voir autant de gens qui s'intéressent et qui finalement qui s'éduquent à l'IA pour dire que finalement
l'IA, c'est un outil qui est hyper puissant, qui peut faire des ravages, mais qui peut aussi faire des énormes progrès dans tous les domaines. Et c'est à nous, en tant qu'humains, collectivement, de se parler et de choisir qu'est-ce qu'on estime bien et qu'est-ce qui fait sens pour nous de manière éthique et aussi écologique, parce qu'on ne le souligne pas assez. Aujourd'hui, l'IA, elle n'est pas gratuite. Hein. De manière, finalement, de ressources premières, tout simplement. Il est intéressant quand même de souligner qu'il y a une régulation à en faire, la distinction entre l'usage et la technologie. C'est comme un couteau au final. Un couteau, il peut servir à tuer, mais il peut servir à un chef de faire un excellent plat. Exactement. Voilà. C'est l'allégorie que j'aime bien utiliser pour qu'on comprenne. C'est ça. Et puis finalement, il faut à nous de faire attention à utiliser. On a tous un couteau chez soi. C'est pas pour autant qu'on va commencer en tout cas j'espère, à aller faire des crimes à droite et à gauche, mais on sait l'utiliser à bon escient. Pour l'IA, c'est pareil. Pour l'IA, c'est exactement pareil. Il faut en avoir un usage averti. C'est hyper puissant. C'est bien qu'on sache que c'est puissant, qu'on ne dise pas... Parce qu'aujourd'hui, dire l'IA, j'y crois pas, c'est aussi signer sa mort. Hein. Aujourd'hui, si on n'intègre pas l'IA dans nos entreprises et qu'on n'améliore pas nos processus et de la manière dont on travaille dans tous les domaines, on va juste être moins bon que tous nos voisins et ça signe notre mort. Donc vraiment, on est à un tournant aujourd'hui, donc il faut vraiment adopter cette technologie-là, mais il faut l'adopter bien, avec un usage qui est éclairé et pour des besoins spécifiques qui nous sont propres pour nos usages. En tant qu'entreprise surtout et collaborateur et en tant qu'individu à faire attention à ne pas trop explorer et exploiter l'IA. Thomas, comment on imagine l'IA pour les PME dans le secteur industriel, mais aussi entre autres, comment on peut projeter tous ceux qui sont présents ici avec l'IA sur les 4-5 prochaines années à venir ? Alors c'est toujours difficile forcément d'anticiper ce qui va se passer. Je pense qu'on ne peut pas vraiment imaginer ce qui va se passer même d'ici quelques mois, donc d'ici 5 ans, c'est vraiment complexe. Ce qui est sûr effectivement, c'est que pour pas rater le train, il faut commencer à intégrer l'IA aujourd'hui pour suivre les évolutions au cours du temps lorsqu'elles vont apparaître et continuer à améliorer nos process grâce à l'IA. Maintenant, si on veut parler vraiment long terme, je pense que quelque chose qui est limitant dans l'IA tel qu'on l'a actuellement, c'est qu'on est obligé forcément de guider l'intelligence artificielle dans la réalisation d'une tâche précise. Peu importe la méthode d'apprentissage qu'on va mettre en place. Donc il y a beaucoup de recherches qui se fait pour essayer de revenir à la base et plutôt créer des algos qui vont apprendre d'eux-mêmes ce qu'ils doivent apprendre pour aller plus loin. Maintenant, là, on est vraiment dans la recherche. Il n'y a encore rien de concret à ce niveau-là. Donc, peut-être qu'à l'avenir, ce sera ça que tout le monde utilisera. Peut-être pas. Ça, on ne sait pas. Mais voilà. C'est ça. On verra effectivement. Anne, même question pour le mot de la fin. Comment on projette nos PME françaises avec l'intelligence artificielle? Quels usages, quels conseils on pourrait leur donner? L'usage principal, c'est s'éclairer. C'est dire, finalement, comprendre qu'est-ce que l'IA, comprendre que finalement, c'est une aide, que tout ce qui est répétitif, c'est souvent des tâches qu'on peut améliorer, remplacer, et finalement aussi s'éduquer nous-mêmes et puis s'éduquer aussi finalement les collaborateurs pour dire, OK, regarde, utilise ça, tu vas le faire plus vite ou tu vas le faire mieux et ça va améliorer ton quotidien. J'ai bien aimé aussi ce qu'Olivier avait dit sur la révolution des seniors. C'est un sacré outil pour justement en termes de revanche face aux juniors qui ont toujours tout de la réponse à tout. Normalement, là, c'est vraiment un outil crucial. C'est tout à fait vrai. L'IA, elle est aujourd'hui, elle transforme la tâche des stagiaires. Ouais. Parce qu'avant, on avait finalement, on demandait aux stagiaires de nous mâcher le travail, et puis le senior arrivait et lui dit « Oh, regarde, tu aurais pu faire ça et différemment. » Aujourd'hui, on peut, en partie, remplacer ce travail-là
avec une IA. Mais il va falloir aussi éduquer nos stagiaires justement à remâcher finalement le travail qu'aura fourni les IA, qui prennent en main l'outil pour que eux aussi soient en capacité finalement de mettre le stamp de la fin et de dire ok, ça c'est un travail de qualité, parce que finalement si on s'appuie uniquement sur de l'IA, on peut faire quand même des grosses bêtises, hein. Il y a quand même un avocat qui a fait sa plaidoirie uniquement en se battant sur ChatGPT. Donc la plaidoirie est parfaitement rédigée, vraiment, enfin quand on la lit, ça tient la route. Sauf que toutes les références sur lesquelles il avait basé sa plaidoirie étaient fausses. Et en fait, le juge, quand il allait regarder finalement les références qu'il faisait, ça n'existait pas. Et en fait, ce travail finalement de vérification et de validation de ce que l'IA peut apporter, il est très très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit le travail des journalistes va disparaître, non. Merci. Peut-être celle d'animatrice, hein, j'y crois un petit peu, mais peut-être pas journaliste, effectivement. En tout cas, pas pour la recherche. Pas pour la recherche. Et puis, finalement, le journaliste, ça va leur ajouter, ça va être d'aller chercher la bonne information, l'information vraie. Oui. Et ça, il ne va pas le trouver à travers une IA qui se base sur des datas qui existent déjà. Donc finalement, on va faire mieux notre travail, mais pas Merci. Pas sans. Merci beaucoup. Non, c'est passionnant. Il faut qu'on s'arrête aussi parce que on doit accueillir nos intervenants. Donc n'hésitez pas à revenir avec nous sur la scène, s'il vous plaît. Je parle de Emmanuel Moirand et Olivier Babot. Et on va passer aux questions.